Are you ready? I'm ready. 1988, un film d'action à petit budget, produit par une compagnie spécialisée dans les séries Z, connaît un succès mondial inattendu, Bloodsport. Un long métrage qui a bien failli ne jamais sortir en salle, mais grâce auquel le cinéma basé sur les arts martiaux se découvre une nouvelle idole, Jean-Claude Van Damme. Please welcome Jean-Claude Van Damme. Il y eut Bruce Lee dans les années 70. Désormais, en cette fin des années 80, un Belge compte bien rafler la mise et il est partout. A lot of people are comparing you to Bruce Lee. How do you feel about that? I think Bruce Lee is Bruce Lee and Jean-Claude Van Damme is Jean-Claude Van Damme. Surdoué en karaté et full contact, doté d'une force mais aussi d'une souplesse inédite, Jean-Claude Van Damme deviendra pendant plus d'une décennie l'un des acteurs de films d'action les mieux cotés d'Hollywood, enchaînant les succès et usant même d'arguments très personnels pour attirer un nouveau public. C'est un bon produit belge qui se vend bien aux USA. Les fesses. Les fesses. Mais trop d'excès, trop de certitudes et trop de drogue le feront chuter. C'est pas ma faute si j'étais câblé pour être une star. Dans les pays francophones, Jean-Claude deviendra même la risée des talk-shows pour sa façon de parler. You have to be aware. Avant qu'il ne se relève dans les années 2000, jouant de son personnage avec recul et parfois autodérision, dans la pub et en fiction. Mais sans jamais délaisser la notoriété que lui ont donné ses films d'action, désormais cultes pour plusieurs générations. This is Jean-Claude Van Damme. Qui pouvait imaginer qu'un jeune Belge venu de nulle part avait la moindre chance de devenir une star, non seulement dans le cinéma aux États-Unis, mais aussi dans les arts martiaux? Sûrement pas le petit Jean-Claude, et sûrement pas son père, quand, au tout début des années 70, il amena son fils, sortant à peine de l'enfance, au cours de karaté d'un certain Claude Guts. Il l'a amené pour que j'en fasse un homme. Mais c'était l'idée, hein. Parce qu'il trouvait qu'il était timide, un petit peu couillon. Enfin voilà, il n'était pas satisfait de son fils. En fait, contrairement à ce qu'on croit, il était raide comme un piquet, myope comme une taupe et laid comme un pou. Il était bourré de défauts. Ah, c'était terrible. Et alors, il était très peureux. Il avait l'air d'une victime, en fait. Voilà, c'est ça. Il avait un fils qui était vraiment une victime. Et donc, il a amené cette chose chez Claude. Et il m'a présenté, mais j'étais un gamin de 10, 11 ans, à des mecs de, tu vois. La majorité étaient des adultes. Donc, il y avait quelques jeunes, dont Jean-Claude et moi faisions partie. Cette époque-là du karaté était hard, dans la mesure où on s'entraînait, on se frappait sans aucune protection. Et donc, ça faisait mal. Ça faisait mal. Par exemple, j'apprenais à faire le salto avant-arrière, le grand écart de face, il fallait lever des poids, enfin, des choses, surtout à cette époque, aberrantes. Je n'avais que des ennemis qui me disaient que je n'étais occupé à massacrer tous les gens. On comprend qu'à son contact et à son charisme pour quelqu'un de jeune et qui doute un peu, on a envie d'être son disciple. Il est encourageant, il est valorisant, il est intransigeant. Il voulait en faire une vraie machine de guerre. Mais dans ce centre sportif s'entraînent aussi des judokas et des boxeurs comme les frères Kissi, Abdel et Mohamed. Jean-Claude, de son vrai nom, Jean-Claude Van Warenberg, je l'ai connu quand il était gringalet. Et après, avec les années, évidemment, il a attrapé une souplesse formidable, donc qu'il a déjà hérité de sa maman qui fait son grand écart. La manière dont il donnait ses différents mouvements, c'était pas donné à tout le monde. Et c'était quelque chose de... Voilà. J'étais, moi, impressionné. Comme lui l'était, honnêtement, quand il venait me voir boxer, que je boxais un peu comme Mohamed Ali. Et voilà, c'est de là aussi que cette amitié est née. Mohamed Kissi restera longtemps l'un des plus proches amis de Jean-Claude et celui qui, bien plus tard, à Los Angeles, l'aidera à traverser les années de galère et à décoller vers le succès.
Mais pour l'instant, la vie de la future star se passe autour de chez lui, en Belgique, à Ixelles, commune de Bruxelles. La famille Van Damme, enfin Van Varenberg, habite au-dessus de ce qui est alors un commerce de fleurs tenu par les parents de Jean-Claude. C'est là où j'ai rencontré sa maman, Eliane, que j'appelais Mamie, et puis son papa Eugène, que j'appelais Papy. Et le Papy c'était le gars sévère, hein. Ça rigolait pas avec lui, hein. Donc c'était souvent des bagarres avec Papy et Jean-Claude, hein. C'était... Voilà, c'est là, à gauche, que j'allais chercher mes fleurs chez les parents de Jean-Claude. Et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Lui, il m'a vu, parce que moi, je ne faisais pas très attention. Et c'est là qu'il a découvert Loza. Et quand il a su que Loza avait une école, que j'étais une ancienne danseuse étoile, etc., il a dit, je vais voir. La danse était parmi l'éventail de techniques qui pouvaient améliorer aussi sa technique à lui. Alors je lui ai dit, tu es fait pour être un danseur. Tu as tout pour être un danseur. Il avait ces deux dons exceptionnels, quoi. La force et la souplesse, ce qui est fort rare. I was a karate expert, you know, and I love ballet because the music, the ladies, sorry, ballet bring you lots of dexterity. That's the way in English? Yes, very good. And he's a nice guy, huh? Oh, that's good. And also it helped me for stretching. So, and karate gave me mental power and physical power, and I mixed both together. It was wonderful. Il est même question que Jean-Claude rejoigne le célèbre chorégraphe français Maurice Béjart, dont le ballet, comme son école, est alors installé à Bruxelles. Chez Béjart, ils avaient une souplesse qui n'est pas comme nous. Nous, c'est une souplesse articulaire, c'est une souplesse musculaire. C'est un complément. Il travaillait tellement bien qu'ils voulaient le garder comme danseur étoile. Là, on a failli le perdre. Dans la seconde moitié des années 70, si Jean-Claude fugue du côté de la danse, il n'oublie jamais de revenir aux arts martiaux, qu'il s'agisse de karaté ou de full contact. Il s'est façonné comme il a voulu. Il s'est étoffé, s'est élargi, il a eu ce maintien, et puis cette musculature, c'est une sculpture vivante, quoi. Il faut savoir qu'avoir beaucoup de souplesse et avoir une musculature impressionnante, ça ne concorde pas, parce que d'un côté, vous raccourcissez les muscles, et de l'autre côté, il faut les allonger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font opérer pour avoir une souplesse. Jean-Claude, c'était que de l'entraînement. C'est ça qui était incroyable. Très vite, les compétitions s'enchaînent, autant que les victoires. On gagnait toutes les compétitions. Les gens devenaient fous avec nous. On a été les premiers champions d'Europe en toutes catégories en contact. Hein. On est envoyé pour les championnats du monde aux États-Unis. Direction Tampa, en Floride. Donc on est dans l'avion, Jean-Claude qui veut communiquer me dit « Comment on dit mon nom est Jean-Claude ?» Je dis « My name is Jean-Claude ». Alors il réfléchit un instant, il fait « My name is GC ». Le showman reprenait le dessus. C'est la période des Starsky et Hutch. Les voitures sont énormes et font plein de bruit. Les filles sont superbes. En fait, on en a plein les yeux. Pendant 10 jours, on passe à un moment extraordinaire où la compétition, même si c'est un championnat du monde, devient accessoire. On passe son temps à visiter la journée, mais la nuit aussi. Ils sont sortis dans toutes les boîtes. Ils sont arrivés au moment du combat, je crois qu'ils n'avaient pas dormi. On fait des résultats qui sont pas mauvais. On est au pied du podium. Et puis après, on est rentré en Belgique. Et je comprends très très bien que ce rêve qu'on avait vécu est resté comme but pour Jean-Claude. Mais Jean-Claude n'est pas revenu de Floride seul. Il y a rencontré une jeune bodybuildeuse nommée Maria Rodriguez, qu'il va épouser, avec qui il va vivre à Bruxelles quelque temps, et qui, avant qu'il ne se sépare, sera de l'aventure du California Gym, une salle que Jean-Claude va ouvrir pas loin de chez lui. I call my gym California Gym, and it was packed
every day. But had you ever been to California? Never. It's called, I can read magazines, you know. What made it California? You have hamburgers? What made it California? I mean, why? Just you like California? Because Hollywood, the movie business, the gym business. Yeah. It came like a wave, you know, from the US, and I was in advance in Belgium with the gym, and it was successful. Jean-Claude, qui est le manager de cette salle de sport, mais il manage pas grand-chose en fait parce qu'il s'occupe essentiellement de lui. Donc lui demander comment on manie la machine pour le développer couché, j'ai pas le temps parce que Jean-Claude est dans des magazines de cinéma, dans des magazines de culturisme, il s'entraîne énormément lui. Alors celle-là, il vient de s'entraîner parce que le lendemain, il a un concours de bodybuilding. Il pèse à ce moment-là plus de 100 kilos. Il fait 101 kilos. C'était les débuts de ce bodybuilding qui était donc basé sur la beauté. Il a gagné. Pourquoi il a gagné? Parce qu'il s'est mis comme ça et il est descendu en grand écart. Alors les gens qui étaient super musclés à l'époque étaient super raides. Lui, il fait un truc, alors là, la foule applaudit, cette fille avait gagné. Belgium is a very little country, but it has been placing in a Mr. Universe contest and at the World Championships in bodybuilding, always in the top 3. Son avenir, c'est d'être propriétaire et gérant de salles de sport. Ce à quoi lui ne croit pas du tout parce que il dit à qui veut l'entendre qu'en fait, il va, ça c'est rien, il va laisser tomber cette salle de sport, il va partir aux États-Unis, faire des films et il feuillette des magazines. Il sort un magazine où il y a un poster sur une double page de Gladys Portugaise, qui est un top modèle de l'époque, et il montre cette très belle femme et il dit j'épouserai cette fille-là. Si les arts martiaux et désormais les femmes occupent une grande part de son existence, le cinéma est depuis l'enfance l'autre obsession de Jean-Claude qu'il partage avec son ami Mohamed. C'était la passion du cinéma vraiment qui naissait en nous là. Et reprendre des fois des scènes. De temps en temps, il jouait le rôle principal, de temps en temps, moi je jouais le méchant. Et dans l'envie de devenir acteur, c'est pas forcément acteur de films d'action. Mais je pense que c'est la porte d'entrée qu'il voit à cause de sa souplesse au karaté, de son style. Il veut devenir un grand acteur de cinéma hollywoodien. Dans un premier temps, à défaut d'Hollywood et de films d'action, c'est dans un long métrage belge, sombre et politique, que Van Damme décroche comme figurant sa toute première apparition à l'écran, Femme entre chien et loup d'André Delvaux. On passait des castings et c'était en général négatif. Et puis, quasi pas de films d'action. Donc nous, c'était plutôt ça. On cherchait à faire des films comme Chuck Norris. Et c'est de là où on est parti au Festival de Milan. On a pris nos petites valises et on a pris le train. Et on est resté dans une auberge de jeunesse. Et on a rencontré plein de gens. Parmi les producteurs approchés à Milan, un certain Menahem Golan, patron de la Canon, qui produit notamment les films de Chuck Norris. Ils nous ont tous dit la même chose, faut aller à Hollywood. Quand il vend sa salle, qu'il part aux États-Unis, personne ne peut y croire. En Belgique, t'es fou, tu vas aller aux USA, tu parles pas l'anglais, tu vas te droguer, c'est trop dur, il faut connaître un agent, il faut connaître un lawyer, tu sais pas où loger, t'as pas de copains. Et je suis parti. On est parti. On a pris l'avion. Et l'aventure commence. Il y avait un Américain qui venait manger chez nous à la maison, qui adorait la nourriture marocaine, qu'on a fait la rencontre. Et dit, si vous venez, vous êtes le bienvenu chez moi, vous me téléphonez, on avait son numéro. Arrivé là-bas, à l'aéroport de Los Angeles, on téléphone. « Hey, comment ça va ?» avec son accent américain. « Hey, bonjour, ça va, tout va bien là à Bruxelles ?»« Ah, on n'est pas à Bruxelles, on est à l'aéroport, on voulait te faire une surprise, on est là. Comment ça là ?» Et de là, pac. Jean-Claude dit, on a le retour. Et on retourne. Plus rien à faire ici. Je dis, je réussis ici ou je crève ici. Retourne, je ne retourne pas. On arrive, Santa Monica Boulevard, la plage, le soleil, les filles. Jean-Claude m'a dit, oh, t'as raison, waouh, super. Et puis la nuit tombe. Le choc que j'ai eu, c'est le premier jour quand je suis arrivé, j'ai vu Los Angeles at night, la nuit, avec toutes ces lumières. J'étais effrayé, je dis, qu'est-ce que c'est? Commencent alors des années de galère pour Jean-Claude et Mohamed, au cours desquelles il n'oublie cependant jamais les entraînements au Gold's Gym
temple de la musculation par où est passé Arnold Schwarzenegger. Pour le reste, nos deux amis multiplient les lieux de fortune où dormir. Quand je suis venu aux USA, c'était très dur. Il y avait des tas de choses qui n'allaient pas pour moi. Je n'avais pas les papiers, j'étais illégal. J'avais des problèmes de langue. Personne ne voulait me parler. C'est un Français, parce que bon, la Belgique, je ne connais même pas. Et disons que j'ai eu très dur. Durant cette période de vache maigre, le duo enquille les petits boulots pour survivre. Jean-Claude, qui est parvenu à rencontrer Chuck Norris, travaillera un temps dans le restaurant que gère le comédien à Newport, au sud de Los Angeles. Il y officiera comme videur et portier sur le ponton, triant les clients. Chuck Norris, qui est depuis quelques années un karatéka à l'affiche de nombreux films d'action de série B, engage aussi Jean-Claude comme sparring partner sur un tournage aux Philippines. Selbstverteidigungstechnik. Jean-Claude ist belgischer Meister, zurzeit der Assistent von Chuck Norris. Mais le jeune Belge espère autre chose de cette collaboration, un coup de pouce de Norris, ce que ce dernier se gardera bien de faire. Question tournage, rien ne se passe donc pour Jean-Claude qui s'impatiente et désespère. Mais une nouvelle parenthèse amoureuse et un deuxième mariage vont temporairement le sortir de son marasme. Cindy Derderian, il l'a rencontrée à Los Angeles. Le papa avait une usine sur Newport Beach de tapis. Jean-Claude finira cependant par se lasser de coller des tapis pour son beau-père et se séparera de Cynthia. En 1984, 2 ans après leur arrivée à Los Angeles, Jean-Claude et Mohamed décrochent enfin une petite figuration dans un film surfant sur la vague breakdance. Allez me voir moi avec short noir, Jean-Claude, et on dansait, donc voilà. Certains endroits, on le voit bien, Jean-Claude. En 1984 toujours, changement d'ambiance, Jean-Claude obtient un rôle un peu plus consistant, celui d'un conducteur gay, plutôt doué en karaté. Le ciel, qu'est-ce qu'il est formidable. Tu as un corps bien musclé, un athlète quoi. Viens, ne me touche pas. Viens. Ok. Un an plus tard, en 1985, les choses commencent à devenir sérieuses. Jean-Claude Van Damme est engagé pour le film Karate Tiger, dans lequel il incarne un combattant russe sans pitié. Si Van Damme apparaît surtout dans la dernière partie du film, c'est pourtant lui qui va capter l'attention des fans de films d'action. En 1986, Jean-Claude se glissera, le temps de quelques essais, dans le costume d'un extraterrestre nommé Predator pour un film encore titré Hunter. Une prestation pour laquelle la production a passé une annonce dans la revue Dramalogue. Et c'est Mohamed, toujours à ses côtés, davantage comme ami et conseiller que comme prétendant comédien, qui la repère. Quelqu'un de souple, acrobate et 1m82. Jean-Claude tourne la page. Je dis, attends, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu tournes la page? Regarde, ouais, mais j'ai pas 1m82. Ouais, mais t'es souple, t'es acrobate. T'as quand même 2 éléments, là. On n'a rien à perdre. C'est indiqué, la moitié du visage sera son visage et l'autre moitié sera un maquillage. Le réalisateur, là, John McTiernan, montre une statuette. Donc, voilà comment sera le costume. Ah, et Jean-Claude, je me souviens, et où est mon visage? Ah, non, we changed. Là, il n'était pas content. Ben ouais, mais regarde, c'était la moitié du visage, c'est plus la moitié du visage. Tu sais que je suis claustrophobique, il veut m'enfermer. C'est quoi? Je dis, Jean-Claude, il y aura Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Jean-Claude espère au moins exploiter ses talents en arts martiaux, mais c'est impossible avec ce déguisement, et puis il a juste été engagé comme cascadeur. C'est finalement son refus de faire une cascade trop risquée qui, par la suite, lui fera quitter le plateau et tomber le déguisement. Le monstre du prédateur a été plus ou moins bien fait et ils m'ont demandé de sauter donc d'un obstacle et je savais que physiquement c'était impossible. Alors ils ont pris un stuntman
un cascadeur, professionnel, oui. américain. Il faut pardonner mon français. Hein. Et il a fait donc la cascade et il s'est cassé les chevilles. Entre-temps, à Los Angeles, Jean-Claude a déjà troqué son vrai nom, Van Varenberg, pour Van Damme, en hommage à un ami belge, Paul Van Damme, qui l'avait beaucoup aidé à Bruxelles et qui vient de mourir. Van Damme, un nom qu'il va pouvoir faire briller au générique d'un film essentiel qui fera basculer le jeune Belge dans une autre dimension, Bloodsport. Mais au milieu des années 80, il ne le sait pas encore. D'ailleurs, personne ne sait qui incarnera le héros de cette histoire, inspirée de la vie d'un certain Frank Dux, lequel prétend avoir participé en Asie à des comités, des combats d'arts martiaux secrets et sanglants, comme il le racontera au scénariste Sheldon Lettich. Toutes ces histoires sur le comité, c'est digne d'un film hollywoodien. L'idée m'a intrigué. Et plus encore quand il m'a dit que dans ces tournois, tous les coups étaient permis. Les participants recevaient des coups de poing et des coups de pied dans le visage. Il y avait beaucoup de sang partout sur le tatami, raison pour laquelle ils ont donné au tournoi le surnom de Bloodsport, sport de sang. C'était un excellent titre de film. Alors, quand j'ai rencontré Marc Dissal, je lui ai parlé de ce titre, Bloodsport, et il a immédiatement adoré. Il m'a embauché pour écrire le scénario et il est allé voir La Canon. La Canon était intéressée parce qu'à l'époque, elle faisait beaucoup de films d'arts martiaux. Il tournait American Ninja, tous ces films sur les ninjas, vous savez. Après, il a fallu déterminer qui allait jouer le rôle principal. Personne ne nous inspirait vraiment. Et puis, Menahem a rencontré Jean-Claude Van Damme. J'ai rencontré le gars de la Canon qui s'appelait Menahem Golan, tout à fait par hasard, parce que je parlais à tout le monde. Et je suis rentré dans un restaurant, il est sorti d'un restaurant, mais je l'ai reconnu. Et je lui ai filé un coup de pied au-dessus de sa tête en me présentant Monsieur Van Damme. Il m'a filé le cap. Le lendemain matin, je dis Jean-Claude, prends nos petits déj et on va chez Menahem. La sécurité. Yes, can we help you? Oh, we had a dinner with Menahem Golan last night. On n'a pas eu de dîner avec lui, non, juste... Il appelle Menahem. Menahem dit qu'il monte. On va. Et on va s'asseoir. Et on entend gueuler. Menahem Golan qui gueule. C'était un deal qu'il devait faire avec Sylvester Stallone over the top. Il me regarde, il dit, écoute, on fout le camp, il me dit, parce que ça gueule, c'est pas un bon moment. Je dis, Jean-Claude, on est rentré, on n'aura pas une autre occasion comme ça, s'il te plaît, patiente. Et Jean-Claude me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je mets une chaise là, je mets une chaise là, tu mets ton grand écart, bam, on met le paquet. Menahem Golan qui rentre. Ah, it's you. Yeah, okay, I remember, avec son accent juif. 2 minutes. I did my split. I show my muscles, and I say I'm the best, and I'm not too expensive right now. Take me now. Okay. I have your contact number. I will call you when we need you. Et je dis, ah, ça sent mauvais, ça. Et je viens vers lui. Et je m'approche vers lui. Je dis, listen to me, Menahem Golan. You are making a very big mistake. He's playing the bad guy against Schwarzenegger with 20th Century Fox. Hunter. Jean-Claude me frappe en dessous, disant de se taire, parce qu'il ne voulait pas qu'on découvrait que c'était un simple clown à l'intérieur d'un costume. Menahem Golan appellera la Fox, on lui confirmera qu'un certain Jean-Claude Van Damme est bien crédité pour ce rôle, ce qui est encore le cas à l'époque, mais sans préciser qu'il est totalement masqué. Menahem Golan me regarde. OK. We're going to make 3 movies. First one is going to be... Et il va dans son tiroir et il prend le scénario de Bloodsport. Bloodsport. Jean-Claude regarde le scénario. What's going to be my part in the movie? Il le regarde. You imbecile. You're the star of the movie. Il a eu de la chance quelque part de tomber sur la Canon, parce qu'un studio normal, je pense pas qu'il lui aurait donné sa chance. La Canon, faut pas oublier, c'est aussi eux qui ont relancé Charles Bronson avec les suites d'Un justicier dans la ville, donc ils avaient vraiment peur de rien, quoi. Donc c'était le bordel, mais il a profité du bordel, Van Damme, en fait. Témoin privilégié de l'éclosion sur le tournage de ce nouvel acteur, Jean-Claude Van Damme, David Worth, le directeur de la photographie du film. We were in Hong Kong.
Nous étions à Hong Kong où nous avons tourné pendant 45 jours. J'étais un peu déconcerté au début parce qu'il était d'un caractère un peu irascible. Si quelqu'un tardait à faire ce qu'il voulait, il criait « c'est moi la star ». Moi je venais de faire 2 films, Bronco Billy et Ça va cogner avec Clint Eastwood, et pas une seule fois il n'avait élevé la voix. Donc je me suis dit, qui c'est ce gamin? Il n'a pas fait de film encore et le voilà à gueuler sur tout le monde. Mais j'ai fini par comprendre. Il suivait un régime alimentaire et un programme d'entraînement très strict pour obtenir ce corps magnifique. Et donc il avait les nerfs à vif. J'ai donc accepté son comportement et n'y ai plus prêté attention. J'étais totalement épaté car ce qu'il dégageait à l'écran était incroyable. Son charme, sa beauté, ses muscles, son accent. You told me, using any technique that works, never to limit myself to one style, to keep an open mind. Personne n'attendait de lui qu'il devienne le prochain Robert De Niro. To honor you, Shidoshi. On avait juste besoin de quelqu'un qui puisse être devant la caméra et réaliser lui-même les cascades. Pour que les gens se disent, c'est vraiment ce type qui a fait tout ça. Le tournage de Bloodsport a duré 45 jours. C'était long et exténuant. Il y a eu pas mal de hauts et de bas, mais côtoyer JCVD a toujours été un plaisir. Mais la première projection de Bloodsport en interne se passe mal. On était tous déçus. Pire, on était dépités. Le film était très mauvais. Le monteur, Carl Kress, était un gars de la vieille école formé dans les années 40 et 50. Or, Bloodsport proposait une approche inédite du film d'action. Et lui n'avait pas compris que c'était un nouveau genre de film, avec un nouveau style d'arts martiaux. Il avait vraiment merdé. Achem Golan nous le dit. Ah, it's a piece of shit. Ils allaient sortir le film directement en VHS, mais c'était les années 80. À l'époque, tous les films sortaient en salle, et seuls les navets irrécupérables sortaient directement en VHS. Il a eu conscience, Van Damme, que c'était le moment ou jamais, que si ça marchait pas, c'était foutu. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est impliqué dans le montage du film. Jean-Claude a dit à Menahem, « Je vais aller en salle de montage, parce que c'est moi qui ai chorégraphié tous ces combats. Alors je t'en prie, laisse-moi y aller et travailler avec le monteur. » Il a remonté les scènes d'action pour que la chorégraphie soit plus lisible, etc. Parce qu'il a une vision très très précise de ce qu'il donne à l'image. Il se débrouille très bien en salle de montage. Il a de très bonnes idées pour monter les séquences de combat. Cette seconde version, retravaillée par un nouveau monteur et Jean-Claude, satisfait enfin toute l'équipe, sauf Menahem Golan, qui n'y croit toujours pas et décide de ne pas sortir le film en salle aux États-Unis. C'est la consternation dans le clan Van Damme. Tout ça pour ça. Le salut viendra de la Malaisie, à qui la Canon est parvenue à vendre le film et où il remportera un gros succès. C'est grâce à ce succès que Menachem Golan finalement l'a fait sortir sur le East Coast et puis West Coast. Et qui a cartonné. Cartonné. Jean-Claude, I'm Julie Moran from Movie Time. I'm here for the interview. Les autres films de la Canon coûtaient 35 millions de dollars et le nôtre 2 millions. Un jour, je suis tombé sur les bilans et j'ai vu que notre film était le seul à avoir fait un bénéfice. Parmi tous ces films à 35 millions de dollars, seul Bloodsport avait gagné de l'argent. C'était le début pour Van Damme, mais un début supersonique, quoi. Il y avait tout dedans. Il y avait le blanc kimono, il y avait le karaté, il y avait le kickboxing. En fait, c'était le nouveau Bruce Lee. Et quand lui est arrivé, il a effacé tous les autres. Chuck Norris a été effacé. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Merci. Pour Jean-Claude, toutes les planètes semblent enfin s'aligner. D'autant qu'entre-temps, il s'est marié, pour la 3e fois, avec une certaine Gladys portugaise. Celle-là même que des années plus tôt, à Bruxelles, il avait repérée en couverture d'un magazine. Gladys était splendide. Et c'était une athlète de très haut niveau. Et ça ne pouvait que plaire à Jean-Claude. Il était fou amoureux, il l'a poursuivi. Jean-Claude aura 2 enfants avec Gladys, Christopher en 1987 et Bianca en 1990.
Bientôt, Marc Dissal, le producteur de Bloodsport, propose Kickboxer à Van Damme. Jean-Claude collabore au scénario de ce film pour lequel il retrouve David Worth, mais en tant que réalisateur cette fois. Jean-Claude et le producteur ont travaillé ensemble sur le scénario. C'est normal, c'est la star. C'est son visage que l'on voit, son nom au-dessus du titre. Il a le droit d'être impliqué. Il était toujours très professionnel. Il avait ses idées, mais il ne criait plus. Il était là d'abord comme acteur et ensuite comme karatéka. Pour le second rôle crucial du vilain Tong Po, que Kurt, alias Jean-Claude, veut affronter pour venger son frère lors d'un combat de boxe thaïlandaise, Van Damme ne voudra pas de l'acteur initialement pressenti. Mais le temps presse. Par qui le remplacer? C'est alors que Mohamed se propose. Il était le bras droit de JCVD. Il s'entraînait avec lui, faisait des séances de muscu avec lui. Pour Kickboxer, il voulait être Tong Po. Ils ont dit, mais non, Mohamed, no, he's nice, he's not Asian, no, it's not possible. On lui riait au nez. Mais tu es juste le pote de Jean-Claude. Pour convaincre le producteur et le réalisateur, Mohamed va se transformer physiquement le temps d'une séance photo. Des clichés qui seront discrètement disposés parmi ceux d'autres comédiens envisagés. Tous, boum, on veut ce gars-là. Ils ont vu ma photo. Mais jusque-là, personne ne sait que c'est Mohamed grimé qui se trouve sur la photo. Le producteur et le réalisateur le découvriront en Asie avant le début du tournage quand, avec l'aide du maquilleur, qui s'y apparaîtra en Tong Po. Un jour, il est arrivé sur le plateau avec son faux crâne chauve. Et tout le monde s'est dit, oh mon Dieu, c'est Tong Po. Il a fini par nous convaincre et est devenu l'un des plus célèbres méchants de tous les temps. C'était lui, Tong Po. Il a fait du bon boulot. Los Angeles n'a plus de secret pour Jean-Claude, qui s'est offert une villa pour abriter sa vie de famille avec Gladys et ses enfants dans le quartier de Chatsworth. Chatsworth, c'est une belle maison avec la piscine, il avait sa salle de sport, c'était magnifique. Il avait mis des Tintins. C'est une belle grande maison familiale, quoi. Ça respire le bonheur, ça respire la joie de vivre, ça respire l'humour. Je vais le retrouver aux États-Unis. Je reconnais immédiatement le Jean-Claude du California Gym. Il est toujours hyper actif. Je l'accompagne sur les tournages pendant la journée. Le soir, il mange rapidement, très sain. Il s'occupe un peu de ses enfants à la maison. Et puis, il part s'entraîner pendant 2 heures tous les soirs. Le lendemain matin, c'est le premier lever. Il a des coups de fil avec des producteurs qu'il cherche à démarcher. Je le suis dans 1 ou 2 hôtels. Quand je passe par sa chambre, il y a du linge qui sèche sur les abat-jours de sa chambre. Il n'arrête pas une seconde. Si le nom de Van Damme est désormais bien connu des amateurs de films d'action, les médias généralistes en Europe semblent le découvrir. Cinéma enfin, une nouvelle étoile est peut-être née. L'acteur Jean-Claude Van Damme est belge, mais il tourne aux États-Unis. Et il est la vedette du film américain Full Contact, sorti aujourd'hui en France. Dans le registre Stallone ou Schwarzenegger, le petit Van Damme a toutes ses chances. Full Contact, dont le titre original est Lionheart, va élargir la palette de l'acteur Jean-Claude Van Damme, développant dans son jeu le registre de l'émotion. Et c'est son ami scénariste Sheldon Lettich qui va le réaliser. They catched him. Mr. Gaultier, he's gone, and nothing we can do will bring him back. Doug, my question is, did they catch them? Yes, Mr. Gaultier. Lionheart était un drame. Vous enlevez toutes les scènes de combat et le film fonctionnerait encore aujourd'hui. Pour la première fois, nous avons montré le côté tendre de Jean-Claude. Résultat, les femmes ont adoré ce film. Women falling in love with the movie. Good morning. Deborah Renard était assez sexy. Et jusque-là, on n'avait jamais tourné de scène romantique avec lui.
Même s'il n'y a pas de contact physique, ça reste une scène très érotique. C'était aussi la première fois que Jean-Claude montrait ses fesses. Ce n'était pas prévu dans le scénario. On se prépare pour filmer la scène, il porte ce peignoir, et il me dit à voix basse, « Et si je laissais tomber le peignoir ?» J'étais présent ce jour-là quand il a montré ses fesses. J'ai dit, ça c'est 100 000 ventes de cassettes en plus, rien que pour ça. Et j'avais raison. Qu'il montre ses fesses a beaucoup plu au public gay. Il avait beaucoup de fans gays. C'est vraiment Lionheart qui a fait de lui un acteur mondialement connu. Lionheart, alias Full Contact, sera un nouveau succès pour Van Damme, le film rapportant 4 fois plus qu'il n'a coûté. Mais alors que plus rien ne semble arrêter Van Damme, auquel de grands studios hollywoodiens s'intéressent, de fortes tensions vont briser l'amitié qui liait Jean-Claude et Mohamed. Ce dernier estimant que le pacte qu'ils avaient scellé ensemble adolescents n'a pas été respecté. Le pacte, c'était tout simplement 50-50, qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas. C'est 50-50. On travaille, on met tout notre cœur. C'était ça notre pacte devant Jésus-Christ, devant le prophète Mohamed. C'était ça, le pacte. Apparemment, quand ils étaient jeunes, Jean-Claude avait fait la promesse à Michel qu'il partagerait toujours tout à 50-50. Le genre de promesse qu'on se fait facilement entre amis. Mais quand le succès est arrivé, il leur fallait partager beaucoup d'argent. Et donc, non, ça ne s'est pas fait. Il a dit, t'es à Lyon, et moi je suis à Lyon. Il dit, on est deux leaders. Ça va pas. Ça fonctionnera pas. Donc c'était vraiment très très dur pour moi. C'était une déprime totale. C'était horrible. Mohamed vivra un temps encore à Los Angeles avant de quitter les États-Unis et de retraverser l'Atlantique. Au début des années 90, Jean-Claude, qui est devenu ce qu'il avait toujours voulu être, une star internationale, poursuit son ascension. Bientôt, c'est un réalisateur allemand installé depuis peu aux États-Unis qui fait appel à lui, Roland Emmerich, lequel triomphera quelques années plus tard avec Independence Day. Mais son premier long métrage hollywoodien va s'appeler Universal Soldier. Comme partenaire féminine de Jean-Claude, Emmerich choisit Ali Walker. Roland désirait m'engager, mais je pense que les studios préféraient une actrice plus célèbre. Je n'étais pas très connue à l'époque. Donc Roland voulait que je rencontre Jean-Claude, car si lui m'appréciait, alors tout irait bien. Nous sommes tous allés chez Jean-Claude, et là, il m'a proposé qu'on lise le scénario ensemble. Je lui ai dit « Ok, ça marche ». Ça s'est passé de manière assez simple, puis il a regardé Roland avec l'air de dire « Oui, c'est bon ». Et j'ai décroché le rôle. Je passais de temps en temps sur le plateau, juste pour voir, et la première chose qui m'a frappée chez Jean-Claude, c'est sa précision. Il frôlait les visages des cascadeurs, mais jamais il ne les touchait. On avait l'impression d'assister à une véritable chorégraphie. Just want to eat. Dans la première moitié des années 90, la popularité de Jean-Claude ne cesse de croître et permet à John Woo, grande figure asiatique du film d'action, de faire ses débuts à Hollywood avec Hard Target. Mais surtout, Jean-Claude écrase la concurrence avec Time Cop qui dépassera les 100 millions de dollars de recettes. Jean-Claude est donc une movie star, mais une action movie star, une star de film d'action, moule dont il a du mal à s'extraire. Le public vous met dans une case bien précise et il est difficile d'en sortir. Ce n'est pas le talent qui lui manque, mais la capacité du public à le voir autrement. C'est aussi la faute d'Hollywood. Certaines personnes gagnent tellement d'argent grâce à vous et à ce truc que vous faites qu'ils ne veulent pas vous voir faire autre chose. La plupart du temps, ils ne vous permettent pas de prendre une autre direction, donc ça devient un gagne-pain. On attend de lui qu'il donne des coups, qu'il fasse le grand écart, qu'il envoie des coups de pied retournés et mette tout le monde KO. C'est ce qu'ils veulent. Et ils payent pour ça. Il était davantage comédien que la plupart des vedettes de films d'action que j'ai pu connaître. Je pense qu'il aurait pu devenir un genre de Cary Grant de films d'action. Vous voyez, un peu comme un James Bond, mais différent. Il aurait pu faire quelque chose avec plus de profondeur ou de finesse. Mais dans cette catégorie de stars de films d'action, à l'époque, il n'est pas seul.
Jean-Claude, cette année-ci, il y a Sylvester Stallone et Schwarzenegger qui viennent. C'est de la concurrence? Il n'y a pas de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Je trouve qu'Arnold et Sylvester sont incroyables dans leur rôle, mais ils sont très stoïques. Stallone. Hey, Jean-Claude. How you look good, boy? Hey, you looking great, man. You looking good. Yeah, you know Arnold. This is Arnold. Arnold. Pour moi, c'était quelqu'un de très vulnérable. Un aspect que vous ne retrouvez pas chez Arnold ou Sylvester. Il aurait pu aller très loin en tant qu'acteur. Reste au chapitre de la comparaison le niveau de notoriété. Il n'était pas très loin du niveau de Stallone et de Schwarzenegger dans des films comme Time Cop, mais c'est la consommation de drogue qui l'a entraîné dans sa chute. Il a sombré. Subitement, il ne se présentait plus sur le plateau, ou alors sans s'être préparé. Il y avait beaucoup de problèmes et ils étaient tous liés à la cocaïne. C'est vraiment ça qui a changé la donne. La drogue a indéniablement été un problème, mais j'y croyais pas. Je pensais que c'était la dernière personne à qui ça allait arriver, parce que dès le début, à Hollywood, Jean-Claude m'explique, tu vois, tel acteur, je tairai les noms, ils sont fichus, ils se droguent, ils font ça, ils font des soirées comme ça. Voilà, tous ces gars-là, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont du succès, ils ont de l'argent, et au bout d'un moment, tous les fantasmes, tous les trucs qu'ils voulaient faire, ils ont tout réalisé. Ils cherchent un kick, ils cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas encore, et ils tombent dans la drogue. Moi, je m'entraîne 2 heures par jour. J'échapperai à ce piège, dans lequel il finit par tomber. Stallone n'a jamais eu de problème avec la drogue. Schwarzenegger n'a jamais eu de problème avec la drogue. Bien sûr, ils ont eu leurs problèmes, mais la drogue, c'est autre chose. En général, tous les acteurs qui ont eu de sérieux problèmes avec les stupéfiants ont vu leur carrière freiner. La drogue. Quand on a tout, on a fait le tour du monde, quand on a fait les hôtels, on est la prima donna du penthouse, de chaque hôtel dans chaque monde entier, les voyages. On veut quelque chose de supplémentaire. Et à cause d'une femme, parce que c'est l'amour, j'ai essayé quelque chose. Je suis tombé dedans. Van Damme, la bête, le tigre de la cage, l'homme Bloodsport, est tombé dedans. Cette plongée dans la cocaïne coïncide avec la période où Jean-Claude s'était pris d'un mannequin qu'il a épousé, Darcy Lapierre. Son addiction à la drogue lui fait perdre le sens des réalités et rater un très gros contrat avec le studio Universal lors d'un échange téléphonique qui part en vrille, alors que Jean-Claude est en voiture avec Darcy. Universal le voyait très clairement comme le prochain Stallone, le prochain Schwarzenegger. Il allait devenir leur grande vedette. Le studio lui a offert un contrat pour 3 films avec à la clé une énorme somme d'argent. Mais il s'est convaincu qu'il méritait encore plus d'argent que ce qui était mis sur la table. Universal propose 8 millions de dollars par film. Jean-Claude fait monter les enchères. Universal revient avec 10 puis 12 millions de dollars par film. Universal a dit, voilà, ça c'est le maximum et nous n'irons pas au-delà. Si vous voulez plus, alors on retire notre offre. Et c'est ce qui s'est passé. Je voulais plus. Tu sais, j'ai fait le con. Et je voulais un prix égal à ta. Et ils m'ont dit, Jean-Claude, you have a nice life. Jean-Claude voulait 20 millions de dollars par film, comme Jim Carrey cette année-là. Si Van Damme enchaîne malgré tout les tournages, son déclin est amorcé tant au box-office qu'auprès des studios. Pire, à la fin des années 90, aux États-Unis, ces films ne sont plus distribués en salle, mais directement en vidéo. Les drogues y sont pour beaucoup, c'est vrai, mais il est quand même parvenu à signer quelques gros films après ça, mais qui n'ont pas connu de succès au box-office. Tout le problème est là. Il y a plusieurs films qui n'ont pas marché. Hollywood, quand il y a un film qui ne marche pas, bon, admettons, mais s'il y en a un deuxième derrière qui ne marche pas non plus, c'est au revoir, quoi. Légionnaire aurait dû sortir en salle aux États-Unis. Ça a été le premier film de Jean-Claude qui est sorti directement en vidéo. Je sais que le film est sorti en salle dans certains pays européens, mais pas aux États-Unis. Et Jean-Claude a été stigmatisé par cette sortie directement en vidéo.
Les producteurs ont commencé à se dire que Jean-Claude Van Damme, c'est le mec qui fait des films qui sortent directement en cassette. Et donc ils étaient peu disposés à injecter plus d'argent dans ces films. On peut effectivement avoir une seconde carrière dans ce type de film. Et c'est le cas de beaucoup d'acteurs, entre guillemets, un peu has-been. Bon, ils sont quand même bien payés, les gars, parce qu'ils ont été connus, tout ça. Ils ont un nom. C'est sur leur nom que ces films-là se vendent. Généralement, ce ne sont pas de très bons films. Une période de turbulence pour Jean-Claude qui, de surcroît, ne semble plus faire confiance à personne. Un jour, il y a Sheldon Lettich qui lui dit, je suis témoin de ça, écoute, il faut que tu prennes des cours de diction pour l'accent américain et ces trucs-là. Parce que on ne va pas éternellement, dans tous les films, trouver dans le scénario une explication comme quoi tu es un ancien de la Légion étrangère, comme quoi tu viens de Bulgarie, comme quoi tu... Voilà. Et donc, il lui envoie une dame qui donne des cours de diction. Et la nana, elle dure 2 heures. Je la vois ressortir en pleurant. Et Jean-Claude qui claque les portes en disant « C'est une actrice ratée, elle veut m'apprendre des trucs. Moi, si je suis arrivé là où je suis, c'est parce que j'ai jamais écouté les conseils qu'on m'a donnés. Sinon, je serais nulle part. C'est parce que... » Et donc, il ne le fait pas. Et je suis sûr que dans sa carrière, c'est une des choses qui vont le bloquer. Et on ne peut pas critiquer cette confiance en soi, puisque c'est ça qui a rendu les miracles possibles. 1, sa transformation physique. 2, son passage de Bruxelles, je ne parle pas anglais, j'ai aucun contact dans le cinéma, à je fais des films d'arts martiaux et je deviens une star planétaire. Très très difficile de se dire j'ai intérêt à m'associer au meilleur ou à demander conseil. La carrière de Van Damme volant désormais à plus basse altitude, Jean-Claude décide de reprendre le contrôle de sa vie privée. Divorcé de Darcy Lapire, il va se remarier avec Gladys Portuguès. De nouvelles épousailles qui ont lieu en Belgique et plus précisément à Knock, bourgade huppée du littoral belge. Knock où Jean-Claude se ressource un temps avec Gladys, où il a confortablement installé ses parents et où il s'est fait construire une maison. Après quoi, Gladys et les enfants retournent à Los Angeles, Jean-Claude les y rejoignant quand il n'est pas à Hong Kong, son autre port d'attache. Mais à l'époque, en Europe, et particulièrement en France, ce n'est pas de sa vie privée et encore moins de ses films dont on parle, mais de ses envolées parfois improbables ou maladroites qui font le miel des talk-shows. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Je suis en pleine forme, Et puis, il y a cette expression que le public francophone ne semble pas comprendre et qui suffit à le ridiculiser. You have to be aware. Alors, inlassablement, Jean-Claude tentera de s'expliquer. Parfois, quand on me demande des questions, comme le mot aware, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis aware. En français, ça veut dire conscient. Conscient de la chose. Mais conscient de quoi? D'avoir, comme on dit en américain, an awareness. Être conscient de tout ce qui se trouve autour de nous, à l'intérieur et entre nous. Dans la culture francophone, si vous avez des gros muscles, c'est que vous avez une toute petite tête. Ce qui est débile à penser. Il ne devrait même pas y prêter attention, parce que c'est quoi la Belgique et la France comparée au reste du monde? Je vais l'accompagner sur des tournages à Hong Kong, dans d'autres endroits des États-Unis. À l'époque, c'est une star. Il a quand même réussi quelque chose qu'aucun acteur français à ce jour n'a réussi, c'est-à-dire être une tête d'affiche du cinéma mondial. Mais il sait qu'à Bruxelles, et à Paris encore moins, personne ne se rend compte de ça. Et je pense que c'est l'explication du fait que lorsqu'il arrive pour des interviews ici, il va jouer la star américaine. Et il va parler avec un accent. Ce film va beaucoup plaire aux ladies, aux femmes. Alors que 5 minutes après, il reparle avec l'accent bruxellois comme avant. C'est pas du tout Louis. Pour la Belgique, je mets le costard. Comme vous le sentez. Au pays, là. Et justement, au pays, à Bruxelles, il va y revenir grâce à un réalisateur français, Mabrouk El Mechri. Si, dans les années 2000, Van Damme enchaîne les films d'action destinés au marché mondial de la vidéo, il va retourner la critique sur le tatami et trouver grâce aux yeux de ceux qui se moquaient de lui avec un film titré JCVD, dans lequel il joue son double, mais en mode loser. J'en ai marre! Je veux mon fric! Depuis hier, j'en ai marre! Hein? J'ai pas de cash sur moi! Jean-Claude Van Damme sans cash! Oh, je veux un emprunt! Mais ça va pas! J'ai pas encore dormi, j'ai pris l'avion! J'ai pas fabriqué d'acteur, j'ai filmé une facette qu'on n'avait jamais eu l'idée de faire, dans une langue qui est la sienne, maternelle, donc dans laquelle il pouvait improviser, dans laquelle il pouvait être beaucoup plus lui-même.
Et à un moment de sa carrière où, justement, c'était pas qu'il y avait un rejet, mais la fin du désamour avait laissé une espèce de truc un peu, on l'aime bien, mais passons à autre chose. Jean-Claude, c'est quelqu'un qui m'a appris, moi, une chose qui dit beaucoup sur le bonhomme. La confiance, elle ne se gagne pas, elle se perd. JCVD, c'est aussi une scène devenue culte. Jean-Claude improvisant seul, face à la caméra, face à sa vie, face à lui-même. C'est pas ma faute si j'étais câblé pour être une star. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé avec beaucoup de croyance. Quand on a 13 ans, on croit au rêve. Et même l'a donné. Mais moi, encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour cette terre? Rien! J'ai rien fait. Oui, ça c'était fou, ça. Mais ça, c'était possible qu'avec lui. Ça a commencé par un besoin, lui, de vouloir encore raconter des choses sur lui. Et je lui ai donné ma parole que j'essaierai de faire quelque chose, je sais pas encore quoi. Et là, je vais peut-être mourir dans cette poste. En espérant de me refaire ici en Belgique, dans mon pays, dans mes racines. Me refaire et mes parents, me reprendre une santé. En tournant cette scène, il y a un truc à shifter chez lui. Et dans la perception de ses proches, de ses enfants, sur lui. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. C'était simplement une porte à ouvrir à un instant précis et le refermer à couper. Et c'est parfaitement ce qui s'est passé. Un tournant ou un U-turn. Soit je l'ai poussé de trop parce que un tournant c'est bien, mais j'ai des fans. J'ai des fans qui aiment bien le Van Damme, le Van Damage. Hein? Et j'espère que ces fans vont rentrer dans le jeu et voir que j'ai fait quelque chose de spécial. Mais je repartirai dans ma carrière d'acteur avec des films d'action, mais avec un acting comme dans JCVD. Je me rappelle, on a fait une pub juste après, et il venait de recevoir un coup de fil de Stallone pour Expendable. Et enfin, il avait des yeux de gosse, quoi. Expendable 2, un film gorgé de testostérone qui réunira entre autres Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. I love all of them, but I grew up with Stallone in Rocky. I grew up with Arnold in Conan. So for me, it was like those two guys. I mean, and to be in, even though I'm Jean-Claude Van Damme, you're still that kid. There's just guys that have it. They're just born with it, and he has it. And I've known him, we've known him a long, long time, and he's had his ups and downs, but the main thing is, I believe once you've had that star, it's just a matter to reignite it. So he comes onto the set, and he's incredible. Terminator, Rocky et Universal Soldier. Au début des années 2010, la grande famille des stars de films d'action est donc enfin réunie. Celle de Jean-Claude aussi, avec Gladys, leurs enfants Bianca et Christopher, et Nicolas, qu'il a eu avec Darcy Lapire. En 2013, toujours en mode décalage, Jean-Claude Van Damme est la star d'une publicité télé désormais iconique. Et 3 ans plus tard, il retrouve la fiction grand public pour une série parodique titrée Jean-Claude Van Johnson, produite par Ridley Scott, et dans laquelle il incarne un espion dont les tournages servent de couverture à ses missions. J'ai l'impression qu'il a essayé, pas de devenir un acteur comique, mais en tout cas de prouver qu'il avait, et il l'a, un talent pour la comédie. Le premier épisode réjouira le public autant que la critique américaine, mais la suite ne tiendra pas ses promesses et la série sera supprimée après sa première saison. J'étais quand même catégorisé dans des films d'action qui sont très bankable, qui sont très... ils font beaucoup de profit pour l'investissement. Bon. Alors quand tu es bien catalogué dans ces films-là, ils ont parfois un peu peur. Vu que ça marche bien avec un Brad Pitt ou avec un Rock, ou avec un Carne, on a chacun notre our street, notre avenue, tu vois. Les vrais fans n'ont en tout cas jamais abandonné Jean-Claude. Il semble même s'être renouvelé, comme le prouve le public du Comic-Con à Dortmund, en Allemagne. Van Damme.
grâce à ces gens, c'est grâce à eux que j'existe. Hein. Les acteurs comme Sly, Arnold, myself, ils ont apparu dans le monde VHS. Et alors, tu sais, à l'époque, il fallait louer une cassette. Si c'était pas à l'heure, il fallait la remettre 2-3 jours après, t'avais une amende. Donc, les gens faisaient une soirée Stallone, par exemple, tu vois. Faut pas rater, on a payé, on a loué, tout ça. Donc, il y avait une famille ensemble, le père, la mère, ou le père tout seul avec les enfants, Nat Stallone. Et je crois qu'on a créé ce culte. J'ai de la chance que j'ai pu faire, qu'il y a eu 3 générations, si tu veux. Parce que le père est fier, il veut montrer à son fils. Et son fils, il va voir Van Damme when he's young, and then they see him on Minions, so... J'ai de la chance. Curieusement, je pense que l'essor de Jean-Claude, il s'est pas fait au cinéma. Je pense qu'il s'est fait en VHS. Parce que les cassettes tournaient beaucoup. Kickboxer, Bloodsport, etc. Donc c'était vraiment au départ du bouche à oreille. Et puis la niche, on va dire, kung-fu, biscotto, a explosé. Et Jean-Claude a été un des fers de lance de cette époque. Je pense qu'il n'est pas fini, Van Damme, à condition qu'il y ait un vrai cinéaste qui lui donne sa chance avec un vrai rôle dramatique. Il faudrait vraiment, par contre, un réalisateur haut de gamme. Tarantino, pourquoi pas? Je pense qu'il pourrait se sublimer, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait d'extraordinaire et de critiquable, c'est quelque chose d'unique. Il y a de fortes chances qu'il mette ça à profit pour sortir un personnage envers lequel le public va avoir une profonde empathie, parce que derrière les rides, les poches sous les yeux, l'autodérision et tout, on sait tout ce qu'il y a. Le film qui a ouvert Jean-Claude, c'est Laurence d'Arabie. C'est le scope, c'est le désert, c'est les grands paysages. Il a tout de suite voulu une vie en scope, Jean-Claude, donc il l'a eu. Tu sais, la Belgique, c'est un beau pays, mais le ciel est gris, noir. Mais Laurence d'Arabie, avec mon père, le ciel bleu. Le dimanche soir, quand tu sors du cinéma, t'as pas envie d'aller à l'école lundi, tu veux rester, tu veux rentrer dans le film. Bon vol. Merci.